Juste un petit mot avant que la vidéo commence. L'université d'été du Cercle Richelieu aura lieu du 19 au 21 août 2022. Si vous souhaitez vous inscrire et vous joindre à nous, le lien se trouve en haut de la description. Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Café Richelieu, pour la partie 2 du thème Qu'est-ce qu'être français? Aujourd'hui on va parler plus en détail de l'État, avant ça, générique. Pour ce faire, je vais encore une fois être accompagné de mes deux acolytes. Tout d'abord, Morker, qui lui est le chef de cercle de l'Alsace. Bonsoir Morker. Bonsoir Bladla, bonsoir à tous. On va être aussi accompagné de Sky, qui lui gère le cercle local de Savoie. Bonsoir Sky. Bien le bonsoir tout le monde. Durant la précédente émission, nous avons abordé en substance qu'est-ce qu'être français. On a parlé des peuples, de l'origine des peuples. On a traité notamment du roman national. Là, on va essayer de revenir un petit peu sur le principe de l'État, de manière assez générale. Sky, il me semble que tu nous en avais parlé et tu avais abordé un petit peu le contexte historique lié notamment avec le traité de Westphalie. Est-ce que tu peux nous donner quelques mots là-dessus? J'ai pensé à l'État parce que c'est plus logique, je pense, de traiter de ça en seconde partie. Parce qu'à mon sens, il n'y a pas vraiment de peuple sans État. Enfin, moi, vous appartenez à la communauté des communautés, vous soyez gitan. Vous pouvez effectivement être un peuple sans État dans ce genre de cas. Mais ces épiphénomènes ne sont pas le cas de la majorité, en fait, des peuples de l'humanité qui ont, du coup, des territoires qui leur sont donnés. Alors, je vais partir du principe historique de l'État. Donc, du coup, avant ce qu'on a pu déterminer dans la précédente vidéo du traité de Westphalie, enfin, par rapport au traité de Westphalie. L'État est par principe une entité qui dépend de son peuple pour exister. Autrefois, on nommait un territoire en rapport au peuple qui y vivait. Par exemple, l'Auvergne. L'Auvergne, c'était le territoire des Arvernes, l'Armorique était le territoire des Armoricains, et le Regnum Francorum était le royaume des Francs. Alors aujourd'hui, l'État, c'est plus devenu une sorte de personnalité morale, comme une association ou une entreprise, qui existe d'une manière abstraite, indépendante finalement des peuples qui vivent dessus. Les frontières y sont fixes, sans raison ethnico-culturelle ou civilisationnelle. Et dans un tel état, le nom de ce dernier représente encore les principes historiques du peuple qui y vivait, mais finalement il ne reste plus que le nom, un peu comme un bel emballage. Et donc on comprend bien que l'État définit de manière importante, et d'ailleurs ce serait même plutôt l'inverse, ce qu'est une certaine nationalité. Oui, tout à fait. Très bien, très bien. Un mot à dire, Marc? Oui, j'aimerais revenir sur le peuple sans État et m'appuyer sur l'Ancien Testament. Il faut quand même savoir que si le peuple hébreu a un roi, c'est bien parce que le peuple hébreu demande un roi à Dieu. De base, c'était pas prévu, entre guillemets, qu'il soit dirigé par un roi. C'est bien une demande du peuple hébreu à Dieu de lui donner un roi. Donc, un peuple sans État, finalement, dans l'absolu, pourquoi pas? Après, en ce qui nous concerne, c'est pas le cas. On a besoin d'avoir un État, d'un roi, etc. Alors, je ne pense pas que roi soit forcément synonyme d'État, en fait. Je pense pas que d'ailleurs la personnalité d'un roi incarne l'État. D'ailleurs, par exemple, Louis XIV n'a jamais dit d'ailleurs l'État c'est moi. C'est un mensonge historique. Je pense qu'il faut bien distinguer. Enfin, on peut se permettre de distinguer les deux si on veut, hein, le peuple et le roi, mais ça ne veut pas forcément dire que le roi incarne l'État. Ou est l'État en fait. Après, l'Ancien Testament pour le coup, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de ce que tu dis, je refuse de croire en tout cas que Dieu ait jamais voulu une république. Parce que du coup, s'il n'y a pas de droit, on... dire ce que j'ai pas dit, s'il te plaît. Non, je troll, bien sûr, je troll. Il fallait que je Donc, si je comprends bien, Saint-Louis, ce roi juif. Trêve de galéjade. On parlait notamment donc du traité de Westphalie. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu le contexte? Parce que la dernière vidéo date d'il y a un mois. Alors, comme je disais, le traité de Westphalie, en fait, donc intervient à la fin de la guerre de 30 ans. Ce traité a pour but de fixer les frontières en Europe pour éviter, dans un rapport d'équilibre des puissances entre les différentes nations. Je ne saurais plus de tête vous dire exactement qui était présent à ce traité. Bon, ce qui compte surtout, c'est de savoir que le traité a eu des impacts significatifs, en fait, sur la géopolitique européenne. Et que nous en ayons, alors même si on n'est plus du tout dans ce principe de traité tel qu'il a pu exister à l'époque, on en subit aujourd'hui les conséquences. C'est-à-dire ce qui a participé à la mise en place de l'idéologie du nationalisme. C'est-à-dire que, comme on le disait dans la précédente vidéo, quand on parlait des peuples, en fait, autrefois, les gens ne s'identifiaient pas à un État
pour se qualifier de français. Ils étaient d'abord armoricains, ils étaient des allobroges, ou alors ils étaient du coup alsaciens, ils étaient savoisiens. Mais voilà, le fait d'être français était une entité un peu plus supérieure, mais ça n'engendrait pas en fait cette espèce de sentiment nationaliste qu'on a pu voir émerger justement post-Westphalie, parce qu'avant cette idéologie n'existait pas. Donc, alors je vais peut-être me mettre à dos beaucoup de nations en disant ça, mais j'affirme que le nationalisme est une idéologie en fait. C'est quelque chose qui n'est pas naturel à l'homme de se considérer comme étant appartenant à telle ou telle entité. Comme je l'ai dit, hein, l'État aujourd'hui est une sorte d'abstraction. C'est comme si vous revendiquiez une association ou d'une entreprise, comme si vous apparteniez à Google ou à Apple. Alors, sans aller jusque-là, malheureusement, on s'y dirige. Mais il y a une forme d'appartenance à une entité finalement morale, plus qu'à une réalité physique, à une terre, à une histoire, à une culture, un enracinement, si on veut. Alors, il faut prendre les choses comme elles sont, car on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Je répète, il faut prendre les choses comme elles sont. Est-ce qu'on pourrait pas faire un parallèle avec l'Europe? Parce que finalement, les Français se sentent français, les Allemands se sentent allemands, on est tous européens et pour l'instant, il n'y a pas de nationalisme européen, en tout cas pas majoritairement. Alors, j'aimerais juste revenir sur ce que tu disais précédemment. Est-ce que l'évolution technologique ne donnerait pas plus de sens à ce nationalisme? L'évolution technique, notamment, je m'explique. Comme tu le disais, avant, on était rattaché notamment à un fief, à une donnée territoriale locale auquel on était rattaché, enraciné physiquement. Mais cette notion d'enracinement, elle peut faire sens aujourd'hui, où on peut traverser la France en l'espace de quelques heures, où la plupart des gens ont traversé la France, voyagent, vont en vacances, etc. On connaît la France et c'est une réalité physique que l'on vit tous et toutes. De ce fait, ça fait beaucoup plus de sens d'avoir un nationalisme aujourd'hui. Et est-ce que ça se rapprocherait pas, dans une certaine mesure, de ce qu'on a pu connaître? Est-ce que c'est pas une réalité physique et logique? En même temps, d'une part, ce que disait Morker sur le fait d'avoir un nationalisme européen, il en existe effectivement. On a des gens qui se considèrent comme européens plus qu'autre chose. D'ailleurs, parmi les nations qu'on peut avoir en France, on en a qui s'identifient à l'Europe plus qu'autre chose, à la race blanche d'une manière générale. Donc, ces choses-là existent. Mais bon, après, quand on commence à subdiviser, si on part sur cette voie-là, si on veut, on finira par tolérer les citoyens du monde. Parce que finalement, on est tous des êtres humains. Le fait qu'on soit tous des Européens, c'est une chose. Après, on est tous des êtres humains, donc on finit par en arriver au gouvernement mondial, quoi, par extrapolation. Maintenant, juste pour du coup rebondir sur ce que disait aussi Bladla, le nationalisme en fait est une conséquence en fait des temps. Et tu as raison, en fait, la mise en place de la technologie des transports a réduit les distances entre les gens, ce qui fait que les gens peuvent être beaucoup plus, s'identifier beaucoup plus à des gens qui sont extrêmement éloignés. Voilà, maintenant, par exemple, nous au Cercle Richelieu, je veux dire, on peut très bien trouver les Alsaciens, les Bretons, par exemple, moi je vis en Savoie, pourtant les Bretons pour moi sont comme des Français tout court, comme des frères, on n'a pas de... Il va pas te faire des amis. Eh ben moi, je m'en fous. Enfin, je considère les Bretons comme des frères, il n'y a pas de souci. Et du coup, il y a... après, c'est vrai on a toujours cette digression parce qu'on a toujours nos identités nationales, en fait. Donc c'est dans ce concept de fraternité, j'entends, hein. On a toujours ces digressions parce qu'on a nos identités propres. Mais le nationalisme, en fait, je pense que ça reste j'ai employé des mots mauvais, hein, mais d'une certaine manière, un fléau de notre civilisation. Parce qu'on se retrouve à avoir à essayer de reposer en fait notre identité sur un principe abstrait. Pas sur un principe abstrait d'ailleurs, non pas un principe, en fait sur une idéologie. On est sur de l'abstraction par rapport à un territoire. On veut se donner une identité en fait qui factuellement n'existe que parce qu'il y a un bon consensus général pour qu'elle existe. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais avant par rapport au nouvel ordre mondial. Est-ce que finalement, nous sommes tous d'une même humanité, quoi qu'on en dise? Nous sommes tous censés être frères en Christ. Est-ce que finalement le nouvel ordre mondial tel qu'on nous le vend, pas juste la religion catholique dévoyée comme le communisme a pu être le dévoiement complet de la doctrine sociale de l'Église?
Non, mais tout à fait. Comme le disait Chesterton, le monde moderne est plein de vertus chrétiennes devenues folles. Donc, en soi, c'est tout à fait vrai. Comment dire, l'idéologie du gouvernement mondial est finalement un certain dévoiement, comment est-ce que je pourrais appeler ça? Une certaine mise en scène de ce qu'on pourrait attendre dans le royaume des cieux, en fait. Une mise en scène temporelle de ce que nous attendrons en fait dans l'éternité. C'est vouloir avoir cette espèce de paradis terrestre, cette tour de Babel tout de suite maintenant. En fait, en essayant de mixer des peuples qui n'ont fondamentalement pas grand-chose à voir les uns avec les autres, si ce n'est qu'ils sont êtres humains. Alors, on est tous des êtres humains, certes, il n'y a pas de problème. Par contre, on a tous des cultures, des langues différentes, donc des façons de penser différentes, qui font qu'au moins de détruire les cultures, d'anéantir en fait ces façons de penser différentes pour nous faire rentrer tous de force dans un moule unique, eh ben, ce ne sera pas possible. Oui, c'est tout aussi con de vouloir absolument détruire toutes les cultures sous prétexte d'un pseudo-universalisme. C'est tout aussi con que de vouloir absolument sauvegarder des cultures qui disparaissent d'elles-mêmes finalement peut-être, non? Oui, mais il faut prendre en compte aussi que les nationalités, la culture humaine, etc. Par exemple, la France et être français, ça a un sens et ça a son importance, mais ça reste terrestre et ça a ses limites tout de même. En fait, ce qu'il faut se demander, c'est quelle est l'importance de ça. L'importance, c'est les valeurs. Et finalement, qu'est-ce que ça apporte à l'humanité? Ça apporte de la grandeur ou ça apporte des mauvaises choses, du malheur? Est-ce que ça apporte en fait des idéologies néfastes? Je pense qu'on peut, si on devait émettre un jugement sur un peuple, même si en vérité, je fais pas partie de ceux qui vont s'amuser à juger les autres peuples, je m'en fous, du moment qu'ils viennent pas juger le nôtre. Mais si on devait s'amuser à ça, on pourrait toujours se demander qu'est-ce que ce peuple apporte à l'humanité? C'est vrai que ça pourrait être une question légitime, étant donné que si on s'identifie tous à la race humaine, on peut se demander qu'est-ce que cette civilisation a apporté à l'humanité, quelle valeur est-ce qu'elle nous a transmise. Et je pense que c'est ça en fait qui fait la légitimité d'un peuple à vouloir se sauvegarder sur le long terme ou non. C'est est-ce que ce peuple a été capable d'être un phare pour l'humanité ou pas? Est-ce que ce peuple a apporté quelque chose de plus pour l'ensemble de l'humanité? La vérité, c'est que la France a apporté des choses extraordinaires pour l'ensemble de l'humanité. D'ailleurs, il faut bien préciser une chose. S'il n'y avait pas eu de France, il n'y aurait certainement pas d'abolition de l'esclavage à l'heure actuelle. C'est un truc qu'il faut toujours répéter et redire. C'est nous qui l'avons aboli. C'est le christianisme qui a aboli ça. C'est pas les autres peuples. Les autres peuples continuent à le pratiquer d'ailleurs à travers le monde. Donc, d'ailleurs, on va mettre les choses à leur place, rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Petit aparté, mais historiquement, un grand nombre de religieux tentaient de racheter les esclaves tout au long de l'histoire. Mais il y a des chrétiens ici. Ne comptez pas sur eux, ce sont des ruffians. Andy est un port-franc qui vit de l'esclavage. Vous êtes prise de guerre de monsieur Descrainville, alors personne ne vous délivrera. Même les chevaliers de Malte. Pas avec leur épée, en tout cas. Et avec leur or. Dans certains cas, oui, mais dans le cadre des ventes légales. Joli trafic pour des moines guerriers. Ils n'ont pas le choix. Andy est une poudrière brûlante entre l'islam et la chrétienté. Une fausse manœuvre diplomatique et tout explose. Tout à fait. Bon, maintenant, il y a effectivement des parallèles. Il y en a qui s'accommodaient très bien d'avoir des esclaves. Il existait des prêtres qui en avaient. Mais c'est pas ce ne sont que des épiphénomènes. Ça n'a jamais été le cas de l'ensemble du clergé, de l'Église catholique de manière générale, qui souhaitait maintenir l'esclavage. L'Église a tout fait, au contraire, à travers les siècles, pour réduire au maximum cette espèce de volonté de l'homme à vouloir dominer son prochain. Même ton prochain comme toi-même, dit le Seigneur. C'est ce qui a été appliqué autant qu'il était possible dans l'ordre du monde. Il est vrai. Ressentons-nous quelque peu sur l'État. Est-ce que vous avez d'autres éléments à nous faire part, notamment sur la vision qu'on peut en avoir de nos jours? J'aimerais notamment entendre Morker, notre royaliste à tendance anarchiste préféré. Je suis pas du tout anarchiste, voyons. On s'entend. Les pieds dans le plat, c'est différent. On t'écoute. L'état actuel, d'ailleurs c'est marrant parce que je pourrais faire une phrase totalement qui n'a rien à voir en fait en disant l'état actuel, il se passe ça dans l'état actuel, mais la manière dont on perçoit l'état actuellement, je pense qu'il y a une déconnexion en fait. Sous l'Ancien Régime, il y avait un peuple qui faisait d'une certaine manière corps avec l'état. Dans le sens où, malgré l'éloignement qu'on pouvait en avoir, parce que la technologie ne permettait pas des communications aussi rapides, il y avait finalement un lien qui était presque tangible, j'ai envie de dire. Parce que quand on allait demander, porter une doléance à son seigneur, qui habitait à une demi-heure de marche, ben finalement, il avait plein pouvoir reçu du roi, vu qu'il était son vassal. Et en ce sens, on s'adressait finalement directement à lui, ce qu'il décidait était acté. Et le roi n'avait pas à revenir dessus, et ainsi de suite.
Et du coup, actuellement, les préfets, on pourrait dire que c'est un peu la même chose, mais ils vont nous dire ah oui, mais attendez, il faut qu'on en réfère au-dessus. Et ils peuvent pas prendre de décision par eux-mêmes. Ce qui fait un éloignement, et un éloignement successif avec les différentes strates de la société, et on a un État qui est devenu bureaucratique en fait. Il est plus organique. Donc ouais, on en revient à ce qu'on disait initialement. En fait, il est détaché des considérations territoriales d'un certain enracinement. Oui, c'est-à-dire que je pense que le peuple français ou les différents peuples qu'il compose ont fondamentalement pas évolué. Alors je parle pas je mets l'immigration de côté, hein, mais on va parler des Français de souche. Ça fait beaucoup de côté. Encore un gros mot. Oui, mais du coup ça fait du tri, tu vois. Encore un gros mot. Encore un souche. Et Décidément. ce que je veux dire, c'est que ce qui le compose, son essence, n'a pas tellement évolué. Alors que l'essence de l'État n'a plus rien à voir. Ça fait une sorte de dissonance au sein du territoire français, parce qu'on a un peuple français qui ne demande qu'à être français, et un État français qui ne veut plus assumer sa charge en tant que français. Petite parenthèse, un État républicain, en fait. C'est surtout ça d'où vient le problème, je pense. C'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'on a un État républicain qui ne veut plus être français. Il préfère être européen, il préfère être mondialiste, mais il refuse d'être français. Donc on a un peuple français qui finalement n'a plus d'État. Et on en revient à ce que tu disais au début. Et du coup, là où j'étais pas d'accord avec toi, tu disais on peut pas avoir un peuple sans État. Et finalement, c'est ce qu'on a actuellement. On veut dire que c'est ce qu'on est maintenant, en fait. On est un peuple sans État. On a un peuple français, nous sommes des Français qui avons un État républicain qui n'est pas français. Donc on a un peuple français sans État qui est dirigé par un État étranger, en fait. C'est vrai. Et je pense que ça vient aussi d'un problème un peu plus en profondeur, c'est que autrefois on disait peuple et roi ne font qu'un, et comme tu l'as bien expliqué, les seigneurs locaux en fait possédaient plein pouvoir, mais au nom du roi. Ils avaient cette capacité à pouvoir assumer la responsabilité de leurs actes, c'est-à-dire que quand ils prenaient une décision, certes le roi leur déléguait le pouvoir, mais ça reste eux qui rendaient justice, qui avaient le pouvoir de haute et de basse justice. Et à ce moment-là, ils prenaient sur leur responsabilité propre. S'ils faisaient une connerie, ils devaient en répondre devant le roi. S'ils jugeaient mal une affaire, ils devaient en répondre devant le roi. Et en fait, à un moment donné, dans notre histoire, nos dirigeants ont littéralement choisi de ne plus prendre leurs responsabilités en tant que dirigeants, ou de ne plus prendre leurs responsabilités devant le peuple ou devant qui que ce soit. On a affaire à des hommes et des femmes d'ailleurs, hein, qui refusent concrètement d'assumer en fait ce qu'est être français, c'est-à-dire user de son libre arbitre, de sa liberté, hein, et dire je vais faire ci, je vais faire ça, et je vais assumer les conséquences de mes actes, en fait. En fait, c'est le problème d'une bureaucratie. Je pense que si une bureaucratie apparaît, en fait, c'est précisément pour déresponsabiliser les individus au fur et à mesure. Ce qui fait qu'au plus bas de l'échelle, en fait, chacun doit se dire « Non, mais il faut que je réfère à mon supérieur. Non, il faut que je réfère à mon supérieur. » Ça peut remonter très haut hein, pour s'en référer à son supérieur. D'ailleurs, comme ça qu'une tyrannie s'installe. À la fin, chaque bureaucrate s'en réfère à son supérieur jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de l'empereur, du tyran, qui lui dit « Ah bon, bah moi, j'ai tout pouvoir et je prends la décision pour tout le monde, du coup. » C'est à quel sujet? Nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Ici, à côté? Non, ça c'est le guichet 8. Le guichet 2, je ne sais pas où ils l'ont mis. Consultez l'huissier. Actuellement, on a fait mieux que ça encore. On a fait quelque chose façon George Orwell, 1984. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui dirige au-dessus. Oui, c'est ça. On ne sait pas qui dirige, et même ceux qui dirigent, à mon avis, ne savent pas tous qui dirigent. C'est-à-dire qu'on a réussi à avoir des chefs d'État qui disent « Ah non, non, mais attendez, c'est une directive européenne. » Mais la directive européenne, elle vient de qui? Ah bah on sait pas exactement, c'est des mecs dans des bureaux, et puis les mecs dans des bureaux ils vont se renvoyer la balle, et puis machin. Et finalement, on est dirigé par une bureaucratie, pas par quelqu'un. Ça pourrait être le thème d'une prochaine vidéo que j'avais l'idée d'aborder à un moment donné. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. L'Europe, un empire sans empereur. Parce que factuellement, c'est de ce dont on est en train de parler là. L'Europe est un empire, au sens tyrannique du terme, au sens despotique du terme, mais il n'y a personne qui dirige. Il n'y a pas un chef tel qu'on pourrait s'y attendre, en fait. Il n'y a pas l'aigle impérial dans le drapeau non plus, vous me direz, mais bon. Mais dans les faits, en fait, on est une espèce d'empire fédéral, sauf qu'il n'y a personne à la tête de cet empire. Déjà que le bateau est pas fou, en plus il n'y a personne à la barre. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un principe, je ne sais plus qui avait déjà écrit à ce sujet, mais le fait d'avoir une espèce de tyrannie qui n'a pas de tête, en fait, c'est je pense, la meilleure forme de despotisme qui puisse exister. Parce que, quasiment, tout le monde est soumis à quelque chose, mais il n'y a pas de responsable. C'est-à-dire que le peuple peut se révolter tant qu'il veut, il ne sait pas contre qui ou quoi se révolter.
si ce n'est contre lui-même finalement, parce que tout ne tient que par la collaboration, l'assentiment du peuple, de la population de manière générale, parce que tout le monde décide d'obéir, et on finit par se retrouver dans une espèce de néo-esclavage, tout moderne, tout joli, tout lissé. À la place d'avoir des chaînes physiques et matérielles, on a des chaînes de la pensée, des chaînes de l'esprit en fait qui nous empêchent de pouvoir agir en fait par nous-mêmes. On est constamment soumis à une espèce de conditionnement social. Et finalement, quand quelqu'un essaie de se libérer de ces chaînes, il se fait immédiatement ostraciser par la masse. La machine est tellement bien faite qu'elle nous a fait devenir des rouages de cette machine. Oui, tout à fait. D'une certaine manière, donc, on peut poser la réflexion en contemplant le fait que nous sommes tous des esclaves de cette machine. Et du coup, il y a des esclaves qui, comme nous, ont conscience de l'être. Et le PNJ de base, les gens lambda, en fait, qui eux sont des esclaves, mais qui pensent être libres. Ils sont très contents en fait, de servir finalement, même pas leur maître, parce qu'il n'y en a pas, mais d'être esclaves d'une machine, quoi. Leur maître, c'est l'argent, d'une certaine manière. Ouais, c'est encore... Maman. Ouais, je résumerais pas ça, juste l'argent en fait. C'est juste leur maître, c'est l'idéal de leur liberté. Très bien, très bien. Du coup, il serait bien de conclure un petit peu tout ça. La question du coup se pose finalement, est-ce que les Français existent-ils encore? Ou est-ce que, telle la lumière d'une étoile déjà morte, nous continuons de briller à travers un temps dans lequel nous n'existons plus? Pour ma part, j'aurais tendance à dire que on est en train de mourir, mais qu'il faut continuer de se battre envers et contre tout, parce que on est catholique, on est français, nous avons un prisme moral qui nous demande de tendre vers le bien commun. De ce fait, à titre personnel, moi j'ai tendance à considérer que la France en tant que structure, en tant que quantité nationale, on va dire, le sentiment d'appartenance à cette nation, le fait de se sentir français, a tendance à être un bien pour tout ce que ça représente et le cadre que ça donne à un certain nombre de Français. Et de ce fait, moi j'aurais tendance à dire, continuons d'essayer de faire perdurer cette vision de ce qu'est être français, envers et contre tout, encore une fois. Je voulais juste ajouter un truc. Vas-y, du coup je prends juste derrière marqueur, vas-y. Moi je pense qu'on n'est pas encore mort parce que on est là déjà. Après, j'ai pas la prétention de dire qu'on est brillant, mais on est là. Donc on est un peu l'inverse de ta métaphore astrale, si je puis dire. Après, pour combien de temps on est encore là, ça c'est toute la question. Mais ça fait déjà une paire d'années qu'on n'a plus d'État et qu'on est toujours là quand même. Donc finalement, ça peut encore durer longtemps. Et avec la grâce de Dieu, on pourrait bien retrouver un État français. Alors pour ma part, et pour filer la métaphore de l'étoile, je dirais que contrairement aux astres ou aux autres choses matérielles, les valeurs morales, elles, peuvent ressusciter et se répandre de nouveau à travers le temps. D'une étincelle peut reprendre finalement le feu qui allume le phare de la civilisation, et la France a été le phare de la civilisation, du moins pendant un temps, même si ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Faut garder espoir que ça le redevienne plus tard. Je pense que pour que la France continue à exister, et il faut que nous restions français dans le principe, donc en fait dans notre capacité à être libre dans notre pensée, dans notre parole, qu'on conserve cet art de vivre, les valeurs qui sont les nôtres. Et pour cela, il faut déjà les identifier. Quelles sont ces valeurs? On en a cité quelques-unes durant ces 2 vidéos que vous avez pu écouter. Et du coup, je pense qu'il faut pratiquer ces valeurs ensemble, au sein de communautés, pour qu'elles puissent survivre. D'ailleurs, finalement, c'est qu'en groupe qu'on réussira à survivre. Comme on l'a dit, la société individuelle n'est pas la société individualiste, n'est pas la société française. Donc, il faut revenir à une forme de communauté, à la recherche du bien commun. Excellent, je prendrai ça comme ton mot de la fin. Et de ce fait, je vais demander à Morcar de conclure aussi. Moi, je trouvais que ce que j'ai dit avant faisait un joli mot de la fin. Très bien. Bien, je vous remercie tous, auditeurs, d'avoir écouté cette 2e partie sur Qu'est-ce qu'être français. J'espère que vous aurez entendu nos arguments et les éléments qu'on a pu apporter. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'émission en commentaire. Si vous avez des éléments à apporter de contradiction ou pour abonder dans notre sens ou autre, la zone commentaire est faite pour ça. Ne soyez pas des sauvages, on a déjà vu ce qui peut se passer. Nous, au niveau de la modération, on est sans pitié. J'ajouterais que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube,
à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Getter, etc. et surtout à nous rejoindre sur Discord. Je rappelle, si vous voulez nous soutenir financièrement, comme le disait Sky sur les dernières émissions, le Café Richelieu, ça peut être le lieu de donner 1 euro, hein, comme pour un café, ça nous aide beaucoup. Là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente soirée, que Dieu vous garde, et vive le roi.